tu es un auteur à succès maintenant. J'y vais pour cocher la case. C'est la première fois que je fais un concours d'éloquence et c'est un nouveau champ d'action qui s'ouvre à moi que je ne soupçonnais même pas. Le truc, c'est 1, c'est la vie qui décide pour vous et 2, faites tout à fond. Hello à tous, je suis ravi de vous retrouver. C'est un épisode que j'attendais depuis très longtemps pour ce nouveau Parole d'AST. Bertrand Perrier, j'ai l'honneur de te recevoir aujourd'hui. Salut Bonjour Bertrand. Joachim. Bertrand, c'est une rencontre du coup que j'ai faite quand j'étais moi-même à HEC. Toi, tu étais intervenant à ce moment-là et on est devenus assez proches puisqu'on a participé à des concours d'éloquence ensemble. Ensuite, j'ai suivi ta fulgurante carrière. Maintenant, quand je veux te voir, j'allume la télé et je sais que je vais tomber sur toi. Donc, Bertrand, le but aujourd'hui de cet épisode de Parole d'AST, pour te resituer un petit peu, c'est de mettre en avant les parcours atypiques et ou d'excellence. Bon, toi, tu as les deux, de ceux qui sont passés par la case AST. En l'occurrence, tu as fait Sciences Po et HEC. Tu nous raconteras tout ça. Et de parcourir avec toi un peu les méandres de l'éloquence, de l'édition, puisque tu es un auteur à succès maintenant, du cinéma, de l'avocature, évidemment, de nous expliquer ton métier un petit peu, de vulgariser tout ça à destination de ceux qui nous regardent. Et j'espère vraiment que l'épisode va vous plaire parce que j'ai vraiment hâte de le faire avec toi. Est-ce que tu peux te présenter, Bertrand ? Alors, j'ai 52 ans, j'habite Paris. Je suis avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. On y reviendra peut-être, c'est une profession un peu méconnue. On n'est que 130 à exercer ce métier, donc voilà, c'est un peu une niche. Et effectivement, j'ai été AST, puisque j'avais fait Sciences Po, parce que après le bac, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc je voulais pas, je voulais pas, je pouvais pas faire une classe préparatoire puisque j'ai été refusé dans tous les dossiers de classe préparatoire que j'ai pu présenter. J'étais vraiment nul en maths, donc je pouvais pas faire une classe préparatoire commerce. Évidemment, une maths sup c'était impossible, et donc j'ai fait Sciences Po parce que c'était le plus généraliste. Je savais pas du tout ce que je voulais faire, donc j'ai fait Sciences Po, et ensuite, effectivement, j'ai passé le concours d'admission, qui n'était pas le concours d'admission sur titre, mais le concours d'admission direct. C'est ça. À HEC. Ah, donc HEC a fait évoluer son concours au fur et à mesure du temps. Toi, ce que tu as passé, c'est ce qu'on appelait à l'époque le CAD, donc le CAD, Exactement. concours d'admission direct. Tu vas nous raconter un peu comment ça s'est passé. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce podcast, c'est aussi de revenir sur l'orientation. C'est le Bertrand qui avait du coup 17, 18 ans. Il savait pas ce qu'il voulait faire en fait, c'est ça ? Ah non, j'ai aucune idée. Dans ma famille, on est vraiment des autodidactes. Mes parents n'ont pas le bac, donc j'ai pas vraiment de modèle autour de moi, de gens qui ont des professions un peu font rêver, voilà. Et donc je m'oriente un peu dans un milieu inconnu pour moi. Je sais que je vais pas faire une classe préparatoire parce qu'encore une fois, je suis pas assez bon en maths. Je suis quand même bon élève, malgré tout. Parallèlement, je suis assez scolaire, et donc en fait c'est assez rigolo. Je fais mon lycée et je vais au salon de l'étudiant, comme tous les gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire, et dans un salon de l'étudiant, IPSUP, je fais pas de publicité, mais présente sa classe de terminale, puisqu'ils avaient ouvert une terminale qui était déjà un peu orientée vers les études supérieures. C'est-à-dire qu'on passait le bac, mais c'était plutôt conçu comme une étape. Et donc, je pars à IPSUP pour ma terminale. Dans l'optique de passer Sciences Po, ce que je fais une première fois, j'échoue. Et à l'époque, on pouvait passer Sciences Po à Bac+1. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et donc, je reste 1 an à IPSUP, je prépare pendant 1 an l'entrée à Sciences Po, et j'entre à Sciences Po. Ok, donc aujourd'hui salon de l'étudiant, tu sais que en plus tu vas être intervenant sur notre salon. On essaye vraiment de changer les choses parce que on veut remettre l'orientation au cœur, et donc il y aura le grand salon à partir de maintenant qui sera le salon de référence. Mais du coup, l'idée c'est que tu sais pas ce que tu veux faire, t'es refusé de classe prépa. Sciences Po c'est assez généraliste, donc ça peut te convenir. Et en plus de ça, bon, même si t'as raté, mais en plus de ça, ça correspond un peu à ton côté un peu travailleur. Il y a un concours, t'es scolaire, ça se goupille bien à ce moment-là, sans que tu sois absolument fan de Sciences Po à proprement parler, quoi. En fait, je suis fan de ce que ça me garde comme orientation diverse. C'est-à-dire que après Sciences Po, on peut être journaliste, on peut être juriste, on peut être dans le monde des affaires. Enfin, on peut être dans le monde de la fonction publique. Donc, il y a beaucoup de possibles. Et puis, c'est des matières que j'aime. On fait de l'histoire, on fait des relations internationales, on fait de l'économie, on fait du droit constitutionnel. Donc, tout ça, ce sont des matières qui m'intéressent aussi. Et le concours m'allait bien. Il y avait une épreuve de culture générale, il y avait une épreuve de langue. Enfin, le concours convenait bien aux matières dans lesquelles j'étais à peu près performant. Et à quel moment, donc dans Sciences Po, j'imagine que tu as une phase généraliste et ensuite que petit à petit on te demande de faire des choix d'orientation. Exactement. À quel moment tu te dis, bon,
Ok, j'aime tout, mais ce que j'aime vraiment, c'est le droit. Alors, en réalité, jamais. Moi, donc, en première année, c'est très généraliste. Et effectivement, comme tu dis, à l'époque, c'était 3 ans Sciences Po. Maintenant, c'est 5 ans. Il n'y avait pas du tout la 3e année à l'étranger. Il n'y avait pas les campus en région. On était tous à Paris et ça durait 3 années. Et la spécialisation venait dès la 2e année. Et donc, il fallait faire un choix entre relations internationales, communication, recherche, service public, etc. Et encore une fois, moi, je sais toujours pas à ce moment-là ce que je veux faire. Et donc, je me dis, je vais passer l'ENA, puisque le modèle qu'on te présentait à Sciences Po à l'époque, c'était ton prof. Et ton prof, il avait fait l'ENA, c'était un jeune de l'inspection des finances, de la Cour des comptes, et on te donnait à admirer ces parcours-là. Et encore une fois, moi, je suis assez prompt à admirer les gens, et je me dis, puisque c'est ça la vérité, allons-y. Et donc, comme je sais toujours pas vraiment, mais que j'ai un peu une obsession de bête à concours, je me dis, allons-y. Ce qui est complètement idiot, hein. Rétrospectivement, je me dis, j'aurais peut-être dû ouvrir un peu mes chakras et aller regarder ailleurs. Mais sur le moment, je me dis que la réussite républicaine, c'est de passer l'ENA. Alors, juste avant de venir à ça, tu as choisi quoi comme spécialisation? Service public. Ok, donc pas droit pour l'instant. Enfin, pas du tout. Il n'y a rien qui t'amène pour l'instant. En réalité, parallèlement à Sciences Po, mais pas vraiment dans une optique d'avoir un métier juridique, mais plutôt de compléter ma formation, je m'inscris à Assas. Ok, en candidat libre, quoi, en auditeur. Non, je fais mon DUG, ce qu'on appelait à l'époque, qui était la licence 1. Et donc, je m'inscris en licence 1. Et comme c'est un peu dans le même quartier, j'arrive à jongler les absences entre les deux. Et donc, je suis à Sciences Po à titre principal. Et je commence mon cursus qui va être mes 5 années de droit, de la L1 au M2. Et donc, parallèlement, je prépare le concours de l'ENA, que je rate 2 fois. Parce qu'il ne faut pas non plus. Faut y aller. Faut vraiment aller jusqu'au bout de la logique. Donc, je le rate une fois à l'écrit, une fois à l'oral. Et je me dis, en fait, mais c'est un peu idiot, rétrospectivement. Comme souvent, les gens qui sont issus de milieux où les études sont vraiment survalorisées. Mes parents, ils avaient fait d'études, mais ils s'attachaient énormément d'importance à ce que je puisse en faire. Et donc, ils ont toujours beaucoup poussé, j'étais fils unique, pour que je puisse faire les études que eux n'ont pas faites. Et donc, j'avais une idée, c'était qu'il fallait que je fasse une grande école. Sciences Po ne correspondait pas à ce moment-là. Parce qu'elle n'avait pas ce statut. Okay. Elle n'avait pas ce label. Parce que c'était une école en 3 ans. Donc elle est l'équivalent d'une licence chic. Mais elle n'était pas plus qu'une licence. Et donc dans ma petite tête de gamin de 18 ans, je voulais dire, maman, j'ai fait une grande école. Et donc, parallèlement au concours de l'ENA, je m'inscris au concours d'HEC. Au concours d'admission sur titre. Parallèlement au 2e ou au 1er? Au 2e. Ok. En anticipation que peut-être ça pouvait mal se passer. Exactement. Et en fait, je me mets à ta place, t'as pas vraiment de plan B. C'est-à-dire que Sciences Po est fini, t'as Assas, mais tu te vois pas continuer que ça, entre guillemets. Et donc, tu te dis, si je rate l'ENA, ce qui est possible, puisque je l'ai déjà raté une fois, il faut que j'ai un plan B. Et là, tu t'inscris à HEC, entre guillemets. Alors, les gens qui nous regardent vont te détester, mais en sécurité, quoi. Exactement. Okay. Exactement. Je m'inscris aux 2 parce que, effectivement, j'ai vraiment envie de faire une grande école parce que je considère que c'est ça la réussite. Okay. Rétrospectivement, j'en suis bien revenu, mais à l'époque, je pense ça. Et avec une volonté de montrer à tes parents que tu en es capable. Et après, chacun a ses moteurs. Il y a des bons, enfin, il n'y a pas de bons ou de mauvais moteurs, mais toi, ça a été ça, ton moteur à un instant T, ça a été de dire, voilà, j'en suis capable, peu importe d'où on vient, on est capable de le faire. Et au final, peut-être que c'est ça qui a fait un peu ta boulimie de diplôme. Et en fait, Sciences Po aurait suffi, ou Assas aurait suffi, ou probablement. HEC aurait suffi. Probablement. Et toi, tu as voulu tous les faire. Et j'ai un côté, effectivement, un peu boulimique, bêta concours. Donc, tu te retrouves à HEC. Je me retrouve à HEC. Je passe le concours se passe bien, du coup. Le concours se passe bien. C'est un concours assez minimal, en quelque sorte, à l'époque. Il y a 1 ou 2 épreuves écrites et 1 ou 2 épreuves orales. J'ai un souvenir assez marrant du concours parce que c'était un concours de la Chambre de commerce. Donc, on passait HEC, ESCP. En fonction de son classement, on choisissait l'une ou l'autre école. Et le concours se passait à l'ESCP, dans les locaux de l'avenue de la République. Et j'arrive pour passer le concours et je suis en pleine campagne BDE. Pour l'ESCP, et il y a une liste candidate qui propose dans la cour de l'ESCP de faire des tours de dromadaire. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est notre époque. Ça, oui, évidemment, ça ne se ferait plus. Et donc, ils ont pris un dromadaire pour la journée et les gens font des tours de dromadaire. Moi, j'arrive de Sciences Po, les gens sont un peu tenus, coincés. Et là, il y a des jeunes gens qui font des tours de dromadaire en mangeant des barbes à papa. Et je me dis, ah oui, c'est quand même une autre ambiance. Okay. Voilà, donc... le concours se passe bien. Le concours se passe bien. Je réussis.
De l'autre côté, ça se passe pas bien, Ouais. donc j'échoue à l'ENA. Et donc, je vais faire HEC. Et donc, on peut dire que tu vas à HEC à reculons ou pas? Complètement. Complètement. Et en plus, chronologiquement, c'est vraiment pas un bon moment parce que le concours de l'ENA se passe au dernier trimestre de l'année, septembre-décembre, et c'est ma rentrée à HEC parallèlement. Et en réalité, je suis admissible. Et donc, je vais passer tout le trimestre à réviser les oraux de l'ENA. Et donc, je vais être un passager clandestin à HEC. Je vais pas du tout m'intégrer. Parce que à ce moment-là, j'espère avoir l'ENA. Et donc, tout mon premier trimestre, je le fais pas. J'essaye de pas tout dévalider et d'être présent à quelques cours pour vraiment pas encourir le fameux D de la dévalidation, que tu connais bien aussi, qui est maintenant le F. Ils ont réduit leurs exigences. D'accord. Donc, voilà, j'essaye de pas être défaillant, mais... tu fais le minimum syndical à ce moment-là. Syndical. Et excuse-moi, mais dans ta tête, c'est clair que si t'as l'ENA, tu quittes HEC. Il y a dans la seconde. Il y a aucune hésitation. Oh, mais pas la moindre. Ok. Pas la moindre. Parce que, encore une fois, pour moi, la vraie réussite républicaine, c'est celle-là. Ok. C'est la haute fonction publique, c'est les carrières dont, en réalité, je ne connais pas non plus grand-chose. Parce que je sais pas trop ce que c'est qu'être diplomate, je sais pas trop ce que c'est qu'être préfet, mais je me fais de ce concours une idée la plus haute. Ok. Donc, tu passes HEC un peu en filigrane au moins la première année. Exact. Tu es en train de digérer ta déception, etc. Et bon, finalement, HEC à ce moment-là, c'est 2 ans, puisque toi, tu avais déjà un bac plus 3. Exactement. Donc, tu fais quand même ta deuxième année. Là, de mémoire, enfin de ce que j'ai compris, tu prends une option juridique à ce moment-là. Absolument. Alors, entre les deux, il y a un truc rigolo, évidemment, qui n'existe plus, c'est que je fais mon service militaire entre mes 2 années, puisque je ne suis plus sursitaire. Et donc, j'ai 23 ans et je pars sous les drapeaux. Incroyable. Voilà, bon, c'est une année un peu de transition, césure. Et en effet, après, je reviens à HEC. J'avais fait aussi... Alors ça a été vraiment l'aspect positif de la scolarité, c'est les stages. HEC m'a ouvert des portes de cabinet d'avocat parce que j'avais quand même l'idée, j'avais bien compris. Une fois que j'avais raté l'ENA, j'avais fait du droit, je savais très bien que ça allait tomber de ce côté-là. Et donc, je voulais pas être magistrat, je voulais pas être notaire, je voulais pas être commissaire-priseur, donc je savais très bien que ça allait tomber du côté de l'avocature. Et donc, HEC m'a ouvert des portes de cabinet d'avocat. Ils avaient des partenariats avec des cabinets importants, prestigieux. Et donc, ça m'a permis, en effet, d'avoir une sorte de court-circuit sur les procédures de recrutement des stagiaires. Ok. Là, tu es toujours à Assas. Je suis toujours à Assas. Je vais y passer 5 ans et c'est là que je vais passer l'examen d'avocat. Tu es quand même une bête de travail parce que tu fais quand même beaucoup de choses en parallèle. J'ai toujours fait 2 choses en parallèle, oui. J'étais Sciences Po Assas ou HEC Assas. Ok. Donc, aujourd'hui, tu as pris une option, on va y revenir, cours de cassation, tout ça. À quel moment, quand on veut devenir avocat, pour ceux qui nous regardent et peut-être qu'ils ne savent pas comment ça se passe, où on décide où on va devenir pénaliste, droit public, à quel moment se fait cette orientation-là quand toi, tu es HEC Assas, 22 ans? De mon temps, ça se faisait beaucoup plus tard. Maintenant, je crois que dès la L3, il commence à avoir des orientations. Ce que je veux dire... Pour toi, je parle pour toi. À quel moment tu sais quel type de droit tu as envie de faire plus tard? Mais en fait, là encore, je cherche le truc le plus généraliste possible. Donc, mon Master 2, il s'appelle droit privé général. Okay. Et ce que je veux dire aux gens qui nous écoutent, c'est que aujourd'hui, la matière que je pratique au quotidien, c'est une matière que je n'ai jamais étudiée à l'université. Donc, ne faites pas non plus des mantras trop forts sur est-ce qu'il faut que je prenne tel cours ou tel cours. En réalité, c'est plutôt la vie qui décidera pour vous, vos exercices professionnels, vos rencontres, votre premier patron, vos premiers clients. Donc, c'est pas non plus très grave le choix que vous allez faire de tel master 1, de telle matière. Honnêtement, moi, je fais de la cassation pénale. Et c'est une matière que je n'ai jamais étudiée à l'université. Okay. Donc là, tu as 22-23 ans, tu es diplômé d'HEC, voilà. Spécialisation, je crois que ça s'appelle stratégie juridique. Alors, ça s'appelle stratégie juridique et fiscale. Ok, voilà. Et parallèlement, tu passes le barreau que tu obtiens. Très bien. Bon, c'est de la rigolade à côté de l'ENA que tu avais préparé, enfin, j'imagine. Non, j'ai quand même échoué une première fois au barreau. Je l'ai eu du 2e coup. J'ai pas été admissible la première fois. J'ai eu 6 à la note de synthèse. Okay. Donc, je l'ai eu du 2e coup. Okay. Après, ce qui est évidemment pas du tout sélectif, c'est la sortie. C'est-à-dire que l'entrée est sélective à l'école d'avocat.
une fois qu'on est entré, il y a un examen de sortie, mais il n'est pas du tout sélectif. Comme HEC en fait. Enfin, ce qui est dur, c'est de rentrer et sortir. C'est pas comme l'ENA où tu as un classement, ton classement il va faire ton poste, et là il faut un peu plus rester concentré pendant les études. Non, pendant les études de là, l'école d'avocat, c'est facile. Tu es jeune avocat. Oui. Et à quel moment tu sens que tu as ce goût de la plaidoirie, de l'éloquence, de défendre l'opprimé par le verbe? À quel moment ça te vient? Et du coup, ça va faire après la transition avec ta carrière dans l'éloquence aujourd'hui. Alors, ça me vient de façon un peu anecdotique. En réalité, quand je me présente dans un cabinet d'avocat pour être collaborateur, parce que la première chose quand on sort de l'école, c'est qu'on est collaborateur, on cherche un patron, et je veux déjà devenir avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Ce que tu es aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui. Et donc, je rentre collaborateur d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. C'est-à-dire que je travaille pour lui. Moi, je suis avocat au barreau de Paris, mais je travaille auprès d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et je sais que je veux un jour devenir ça. Et ça suppose qu'on fasse une sorte de formation complémentaire par rapport au métier d'avocat. Donc, on a des cours du soir, on a des stages, etc., en plus de son métier. Et parmi les obligations, il y a passer un concours d'éloquence. Et donc, c'est pour moi une obligation. J'y vais pas par goût, j'y vais pour cocher la case de « j'ai fait ça ». Et je passe ce concours d'éloquence. C'est la première fois que je fais un concours d'éloquence. C'est un concours d'éloquence très juridique. C'est pour ceux qui regardent et qui s'intéressent, c'est pas le concours de la conférence dont on parlera après. Non. C'est le concours, comment il s'appelle? Alors, il s'appelle aussi de la conférence, mais c'est la conférence des avocats à la Cour de cassation. Mais on est d'accord que là, c'est des trucs beaucoup plus techniques. Ah, c'est hyper On technique. n'est pas là pour amuser la galerie Nullement. comme on est à l'autre. Exactement. Okay. On est là pour replaider fictivement les grandes affaires qui ont été plaidées devant la Cour de cassation dans l'année précédente. Et donc, s'exercer plus directement à une plaidoirie professionnelle. C'est pas du tout une distraction, c'est vraiment un exercice. Je fais ça. Donc tu as compris que mon mantra, c'est que je n'ai jamais tout la première fois, donc je l'échoue. C'est une suite d'échecs, une dégringolade perpétuelle. Donc je ne l'ai pas la première fois, je ne l'ai pas non plus la deuxième fois, et donc je finis par l'avoir la troisième fois, peu importe. Et après, il y avait des liens entre cette conférence des avocats à la Cour de cassation et la conférence des avocats au barreau de Paris. C'est ça. Et là, on rigole. Et là, on rigole. On rigole, sauf que je vais voir les épreuves, parce que c'est public. Vous pouvez y aller tous les lundis soirs à 19h30. Il y a des jeunes avocats qui s'exercent à la prise de parole en public, et c'est parfois éblouissant. J'y vais. Et je connaissais pas bien, mais ils nous avaient parlé de ça, et donc ils nous avaient réservé des places au premier rang, et j'y vais. Et je suis ébloui. Vraiment, je me souviens encore, il y a une fille qui traite le sujet « Dieu a-t-il besoin des anges ?» Et je trouve ça incroyable. Vraiment, je me dis « Waouh, c'est fou ». C'est pas juste drôle. D'ailleurs, c'est pas drôle. C'est habile, c'est touchant, c'est éloquent. Enfin, j'adore ça. Chacun prend son style. T'en as, ils y vont pour faire rire. T'en as, ils font des rimes. Enfin, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas du tout la contrainte technique de répondre à une question juridique comme t'avais à l'autre. Là, on est libre. On est libre de son style, on est libre de ses mots. On a une position à défendre, malgré tout, sur un sujet. Donc, on est quand même censé tenir une thèse. Mais on le fait avec les armes que l'on souhaite. Il y a des gens qui sont très rigoureux. Il y a des gens qui sont très militants. Il y a des gens qui sont très poétiques. Chacun a sa petite musique. Mais, in fine, il y a 12 élus à la fin de ce concours. Et je repars chez moi en ayant écouté cette consoeur. Et je me dis, ok, c'est bon, laisse tomber. C'est pas pour toi, tu y arriveras jamais. Tu sais qui c'est, celle-là? Ouais, bien sûr. Ah, ouais, je la connais. Elle s'appelle Anna Salabi. Et France, son truc, c'était une dinguerie. Dieu a-t-il besoin des gens, c'était magnifique. J'étais allé par ailleurs à la rentrée solennelle, qui est le moment où le premier secrétaire, donc le lauréat, a priori le plus extraordinaire de ces 12 jeunes avocats, fait son grand discours de rentrée. Et c'était l'éloge d'un avocat disparu. Et il avait fait un truc sur Castro. Et j'étais ébloui. Mais vraiment, alors pour le coup, c'est une demi-heure. Il avait fait... Évidemment, Castro, à ce moment-là, était vivant, mais il avait dit qu'il avait été disparu le moment où il avait fait de la politique, parce que Castro était avocat. Et donc, l'idée, c'était qu'en fait, c'était quand même un avocat disparu. Un jeu de mots sur disparu, quoi. Perdu dans la politique. C'était éblouissant. C'était Benjamin Sarfati, qui est aujourd'hui un ami et que vraiment, j'avais admiré ce jour-là. Et donc, je me dis, ok, je vais me présenter. Toi, tu as besoin d'admirer pour te lancer dans quelque chose, j'ai l'impression. C'est un vrai moteur. Tu as le côté, mon prof, il a fait l'ENA, je vais faire l'ENA. Le gars, il a pris la parole, ça m'a ébloui, je vais le faire. Toi, c'est ça qui te drive. Les rôles modèles, c'est vraiment important pour moi. C'est vrai que je considère que l'admiration peut être aussi un moteur de l'action. Je me suis plutôt construit dans le sillage de gens plutôt qu'en opposition à des gens. Et on reparlera après, il y a Marc Bonan aussi qui a marqué ton chemin dans l'éloquence. Qui est un jalon décisif
décisif dans ma vie. On en reparle. Alors, j'aimerais vraiment bien comprendre parce que c'est hyper intéressant. Tu vas en spectateur. Oui, et puis après... Finalement, tu te dis, l'année prochaine, c'est moi. Je veux faire partie, en gros, pour que les gens comprennent, des 12. Je veux faire partie des 12. Et il y a un élément qui est méga important et que... Alors, moi, j'ai participé à ce truc parce que, alors, faut expliquer un peu. Les 12, en fait, c'est des jurés qui sont là pour cartoucher, littéralement, 2 petits gars ou petites filles qui viennent défendre un sujet. Donc, une fois, là, tu nous as parlé de l'élection, mais une fois que tu es élu, en fait, tu es le patron pendant 1 an, tu es assis à 12 comme ça, il y a 2 invités qui viennent, qui traitent eux-mêmes d'un sujet. En général, il y a aussi un guest. Moi, j'avais eu Jean-Pierre Castaldi, par exemple, la première fois que je l'avais fait. Et on traite le sujet. Et les gens viennent pas pour te voir traiter le sujet. Les gens viennent pour te voir défoncer par les 12. Et là où c'est hyper fort, c'est que c'est que de l'impro. Alors, c'est là où tu prends goût à l'impro, parce que jusque-là, tu fais du préparé. C'est ça. Alors, effectivement, l'éloquence du concours de la conférence est une éloquence préparée. À aucun moment, il n'y a un exercice d'improvisation. Tu as ton sujet, 15 jours, selon les tours, il y a 3 tours, 15 jours avant, 5 heures avant, 5 jours avant. Donc, tu as toujours devant toi la possibilité d'avoir un discours intégralement écrit. Et donc, tu viens le porter, le déclamer, le réciter, ce que tu veux. Mais il n'y a pas d'improvisation. Et une fois qu'on est dans la cohorte des 12, on a beaucoup de fonctions. L'une des fonctions est d'élire les 12 suivants, parce que ça ne dure qu'1 an, et donc il y a une fonction d'élection de ton successeur, de tes successeurs. Il y a une fonction sur laquelle on reviendra parce qu'elle est décisive, qui est la défense pénale d'urgence, qui est le cœur du métier de la conférence. Ça, il faut qu'on y revienne parce que c'est vital, en fait. Et les gens ne savent pas. C'est l'essentiel. Et puis, il y a une fonction, effectivement, un peu d'amuseur public à laquelle tu as participé, qui est d'organiser ce qu'on appelle la conférence Berryer, qui, environ 1 fois par mois, consiste à donc recevoir un guest, comme tu disais, du monde de la politique, du monde des arts, du monde du journalisme, plutôt extra-juridique. Et on invite également 2 victimes expiatoires, dont tu as été, qui font un discours, mais alors là, pour le coup, complètement loufoque, sur un sujet qu'il l'est lui-même. Je sais pas quel est le sujet que tu as vu traiter, alors, peut-être tu t'en souviens. Ouais, moi je m'en souviens. Bah, bien sûr, c'est marquant. J'ai eu la chance de faire Jean-Pierre Castaldi. J'avais eu Faut-il revenir au Boyard pour sauver la Grèce. Mon ami Paul Bouscas, qui était à côté de moi, avait eu Faut-il toujours respecter ce que la caste a dit. Voilà, donc c'est un peu l'esprit. Et après, j'ai eu de la chance parce que après, on était rappelés. Puis toi, je te connaissais. Donc, dès qu'il y avait besoin d'un dépannage, donc j'ai eu aussi la chance d'être invité pour André Santini. Oui. Peut-on être d'ici ou d'ailleurs. D'être invité aussi pour Daniel Cohn-Bendit. Ah ouais, t'as fait 3 Berryer. Je crois que j'ai fait 3 et je me demande même si j'ai pas fait 4, mais j'ai un peu un trou de mémoire. T'es mais vraiment un routard. Voilà, j'ai eu de la chance. Mais ce que je veux te dire, c'est que et avant, il faut dire aussi qu'avant, c'était au Palais de Justice de Paris. C'était surblindé. Et moi, tu m'avais pas dit. C'est-à-dire, en gros, je gagne le concours d'éloquence à HEC. 1 semaine après ou 10 jours après, tu me dis « Ah, j'ai une opportunité de ouf, il faut que tu viennes à ce truc, etc. » Oui, pourquoi pas, le traquenard. Mais c'était une expérience génialissime. Et j'arrive et j'ouvre les portes. Et en fait, je ne peux pas rentrer dans la salle. Parce que, je sais pas, le truc était à 19h30, j'arrive à 19h10. Il y a littéralement 500 personnes hors de la salle. C'est ça. Et je n'ai pas réussi à aller à ma place. J'ai dû me faire accompagner par un gars qui était là, un espèce de gars de l'administration, en disant « Je suis candidat, il faut que j'aille à ma place. » Et les gens, ils sont debout. Ils sont agglutinés. Et pour l'avoir refait après, il y avait moins ce côté, il y avait plus un côté un peu où tu es assis dans une belle banquette et tout. Voilà, je savais que j'avais fait une autre. Tu m'avais invité au Théâtre du Rond-Point. 800 personnes avec Florence Aubenas. Et c'était Faut-il dépasser le périphérique ou un truc comme ça. Et du coup, c'était vraiment une arène. Et les 12 se donnent en spectacle. Bon, bref, c'est génial. Et toi, tu es le 4e, c'est ça ? Oui, alors je porte le numéro 4. Il a un rôle important, le 4e. Alors, chacun a un rôle, en fait, dans cette cohorte de 12. Il y en a un qui est le trésorier, il y en a un qui s'occupe des relations internationales, il y en a un qui s'occupe du discours de rentrée. Enfin, il y en a un qui s'occupe des rapports avec les magistrats. Enfin, chacun a un rôle. Il y en a un qui organise le concours et il y en a un qui organise la Berryer. Et c'est mon rôle. Voilà. Okay. Moi, donc le 4e, c'est un peu la star de la Berryer, c'est un peu le petit marrant de la bande. C'est celui qui, effectivement, va organiser ce qui est un peu une vitrine aussi pour le monde extra-juridique, parce que c'est très drôle. Le concours de la conférence, tous les lundis, c'est bien, mais il faut être un petit peu initié. Il faut aimer un peu l'art oratoire. C'est pas toujours drôle, alors que la Berryer, c'est vraiment un spectacle. Et c'est vraiment un très bon spectacle. Il peut y avoir des moments dans la Berryer absolument miraculeux, parce que c'est un moment d'improvisation. Et donc, en réalité, le truc se joue en 3 temps.
moment, il y a les deux candidats qui vont faire leur discours, qui vont se faire démonter dans un deuxième temps, en effet, mais parce que c'est l'objet du truc. C'est pas démonter pour être méchant, c'est démonter parce que chacun est dans son rôle. Et donc, toi, tu viens pour te faire démonter, et de fait, tu vas te faire démonter 12 fois par les jeunes avocats qui vont te mettre une cartouche, sauf que, in fine, il y a dans la salle un ancien des 12 qui va leur mettre à eux une cartouche en disant qu'ils sont pas meilleurs que le candidat dont ils ont dit du mal 5 minutes avant. Et donc, la boucle est bouclée, et il y a une sorte d'esthétique de la cruauté dans cette soirée qui peut être absolument miraculeuse. Ouais, moi j'avais eu quelqu'un qui avait une voix... Jean-Yves Le Borgne. Ah, voilà, Jean-Yves Le Borgne, mais il est sorti. Mais nous, on connaissait pas. Donc, on se fait cartoucher et tout, et sort à un moment, mais de nulle part du public, une voix. Mais je me rappelle très bien de ce moment-là, et les 12, du coup, baissent la tête, passent un mauvais moment, et en fait, bah, c'est un peu comme dans le droit, c'est que c'est la défense qui parle en dernier, quoi. Oui, et en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça est théâtralisé, scénarisé, et que personne n'est là dans la sincérité. On est vraiment là pour un moment de dégoupillage, un moment vraiment de détente, parce qu'on a nos vies aussi qui sont dans la journée un peu dures, et donc c'est vraiment la fête de la parole, et la fête d'une certaine... oui, méchanceté célébrée et complètement factice. C'est-à-dire que c'est cruel, mais personne ne pense ce qu'il dit, et on va tous aller boire une bière derrière. C'est ça. Alors revenons sur ce que tu as dit tout à l'heure, la priorité sur la défense, c'est-à-dire que moi j'ai appris plus tard, en fait, que la conférence, ok, on se marre et on fait des berriers une fois par mois, c'est très drôle. En fait, t'es prioritaire sur les commissions d'office, c'est ça? Oui, alors en réalité, la conférence, à Paris, il y a des conférences aussi dans des barreaux de province, mais à Paris, par tradition, les 12 secrétaires de la conférence ont le monopole de la commission d'office dans les affaires criminelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne qui est accusée d'un crime, c'est-à-dire qui encourt plus de 10 ans de prison, et qui n'a pas d'avocat et qui n'a pas les moyens d'en rémunérer un, et qui demande un avocat commis d'office, eh bien, se verra commettre d'office l'un de ces 12-là. Mais ça, c'est un game changer dans la carrière. Enfin, excuse-moi de l'anglicisme, mais c'est une propulsion énorme. Alors, c'est considérable. D'abord, c'est un choix politique intéressant. C'est-à-dire que les gens les plus démunis accusés des crimes les plus graves se voient commettre l'un des avocats les plus prometteurs. C'est déjà une position intéressante, je trouve. Après, pour l'avocat en question... c'est un accélérateur extraordinaire. J'ai fait mes premières assises. Moi, j'étais pas du tout pénaliste. Moi, j'étais collaborateur chez mon avocat à la Cour de cassation et je faisais du droit des affaires. Donc, j'avais jamais vu un juge d'instruction de ma vie. J'étais jamais allé en prison de ma vie. Et donc, ma vie change du tout au tout. Et je m'aperçois qu'il y a une sorte de monde parallèle. Les comparutions immédiates, j'avais jamais mis les pieds et je m'éclate au visage un monde dont j'ignore tout. Et là, ça te plaît? J'adore. Enfin, j'adore. Ça me révolte. Le premier contact avec la prison est d'une violence inouïe. L'abus de pouvoir, l'indignité, l'irrespect de tous les droits me choque, me bouleverse. La crasse, le bruit, l'odeur, enfin tout ça. Encore une fois, moi je suis issu d'un milieu assez favorisé. Mes parents n'avaient pas fait d'études, mais on n'avait pas de problème financier. J'ai jamais dû travailler pour financer mes études. Je suis vraiment un petit garçon très privilégié. Et voilà, ce milieu-là, j'en connais rien, et ça me bouleverse, et ça me révolte, et c'est un nouveau champ d'action qui s'ouvre à moi, que je ne soupçonnais même pas. Et là, tu décides de devenir pénaliste à ce moment-là? Alors non, je décide pas de devenir pénaliste, mais par la force des choses, pendant un an, ça fait partie du mandat. Et au moment où je passe le concours de la conférence, je le fais même pas pour ça. Ouais. Je le fais parce que je trouve que c'est intéressant, l'éloquence, l'art oratoire. Je me dis, tiens, c'est marrant, je suis allé voir des beaux discours, je vais essayer de le faire moi-même. Et au fur et à mesure des tours, on me dit, mais tu sais, c'est pas juste pour savoir, parmi les sujets qu'on avait donnés, faut-il tuer les Belges, ou la vie des vaches est-elle enviable, ou faut-il croire ce que la caste a dit. C'est aussi et surtout la mission de défense pénale d'urgence et d'être en permanence dans les palais de justice, dans les commissariats pour assister les gardes à vue, les comparutions immédiates, les déferrements, les assises express, c'est-à-dire les gens qui sont aux assises et qui, quelques jours avant, soit ont un désaccord avec leur avocat, soit ne le payent pas, et donc l'avocat se démet et il faut trouver quelqu'un au pied levé pour assurer la cour d'assises 10-15 jours avant, 3 jours avant parfois, et donc cette défense d'urgence-là, c'est vraiment le cœur de la noblesse de la conférence. Et tu te sens légitime à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout. Mais
on a d'abord une formation accélérée avec tout le réseau des anciens secrétaires, qui est quand même un réseau très prestigieux de grands pénalistes. Beaucoup de grands pénalistes ont été secrétaires de la conférence. Et donc, on a un accès privilégié à des grands avocats qui peuvent nous aider et nous former. Parce qu'en réalité, on est élu en octobre-novembre et on prend notre mandat le 1er janvier. Et donc, le 1er janvier, on a nos premières compas. Et il faut être opérationnel. Et la vie d'un homme va se jouer. Alors, la vie d'un homme va se jouer, pas toujours, mais parfois oui. On risque minimum 10 ans de prison là où tu interviens. Alors, on risque 10 ans de prison, sauf aux comparutions immédiates, où là, pour le coup, ce sont des délits, donc on risque moins. Mais effectivement, il y a des enjeux pénaux importants, il y a des enjeux de détention provisoire qui sont décisifs, et en effet, on a entre nos mains des arguments. Alors, l'avocat ne prend jamais de décision, il est simplement là pour défendre et argumenter, c'est toujours le juge qui décide. Mais c'est vrai que notre rôle est important, et on a aussi une cohésion du groupe de 12. Et dans le groupe de 12, il y a des gens qui sont déjà pénalistes. Et donc, moi, je ne l'étais pas, mais j'avais des camarades qui, eux, avaient déjà fait des assises, étaient déjà dans des cabinets où on faisait du droit pénal, et donc, chacun se forme auprès soit des anciens, soit de ses pairs. Et dans les 12, il y a un système de cascade, où c'est qui est dispo, ou comment on décide l'affaire qui vient de tomber, elle va aller au 1, au 2, au 3? Alors, il y a un système de permanence. En réalité, au début de chaque mois, on s'inscrit. Il y a donc l'un des 12 est chargé de ça, c'est le 10e, et le 10e fait le tableau des permanences pénales. Et donc, si ça tombe le jour où t'es de perm, c'est pour toi. Ok. Et ton employeur à ce moment-là, qui est le métier que tu fais actuellement, il est ok pour qu'en urgence tu doives aller à une permanence, en urgence, parce que du coup ton esprit n'est plus à ton métier principal. Quand tu as une cour d'assises dans, je sais pas, mais quand tu as une cour d'assises dans un mois, tu fais que ça en fait. Moyennant une réduction d'un tiers de ma rétrocession, il est d'accord. Non, lui il me dit, écoutez, c'est votre jeu, c'est votre carrière, maintenant vous n'êtes pas là, donc on a un accord qui est de dire je vais vous amputer votre rétrocession d'un tiers. Et t'es payé pour ça, pour ce que tu fais? Oui, on est payé. Alors il y a des indemnités, on est indemnisé plus que rémunéré, puisque ce sont des commissions d'office. Donc en réalité, on est pour le coup payé par l'État, mais évidemment au lance-pierre, quoi. Au lance-pierre, très peu et très tard. Ouais, la même affaire, mais que tu ferais si moi je t'appelle parce que t'es mon avocat, ça n'a rien à voir. C'est rien à voir. Donc tu le fais parce que c'est un propulseur de carrière. Oui. Est-ce que tu le fais, tu l'as dit aussi un peu tout à l'heure, mais pour un peu, on va dire, rétablir un peu d'ordre dans la société, enfin un peu de justice dans la société? Est-ce que tu as cette philosophie-là de défendre l'opprimé, tout ça, ou pas du tout à ce moment-là? Oui, il y a quand même quelque chose qui me choque dans la répression pénale, dans un système que je trouve rouleau compresseur, et donc je trouve qu'on est un peu là aussi pour éviter que le système ne devienne fou, et donc on est un peu des garde-fous, des vigies pour dire attention, ça peut pas se passer comme ça, on peut faire des recours, on peut contester, enfin il y a quand même aussi un état de droit qui nous surplombe, et moi je suis assez attaché à ça, l'état de droit, c'est-à-dire l'état de droit, c'est-à-dire le droit qui surplombe l'État, et on est tous malgré tout, au-delà de nos fonctions, soumis à la règle commune qui garde les rapports sociaux. Et est-ce que tu as besoin, alors là c'est hyper personnel, mais est-ce que tu as besoin pour défendre quelqu'un d'être convaincu qu'il est innocent? Alors pas du tout. D'abord, je ne défends pas que des innocents, malheureusement. On défend aussi des gens dont on sait pertinemment qu'ils sont coupables et qui le revendiquent. D'ailleurs, on ne plaide pas que l'acquittement, on peut aussi plaider la peine, on peut aussi plaider les circonstances atténuantes, et c'est aussi très noble de le faire. L'essentiel, c'est qu'on applique la règle de droit. L'essentiel, c'est que les gens soient jugés selon la règle de droit. L'essentiel, c'est pas que les gens ils passent à travers les mailles du filet, c'est pas l'objet. L'objet, c'est que nous surplombe la règle de droit. Et nous, on est les auxiliaires de l'application par les juridictions de la règle de droit. Après, on peut changer les règles. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de règles qui nous gouvernent et qui gouvernent la procédure pénale et le droit pénal. Et donc, nous, on est là pour être vigilants pour qu'elles soient appliquées correctement. Si le doute doit profiter à l'accusé, le doute doit profiter à l'accusé. Si il y a une perquisition qui est mal faite, elle doit être annulée. Si il y a une géolocalisation qui est faite en violation des règles qui sont les nôtres, elle doit être annulée. Donc, si le mec est en légitime défense, on doit pouvoir le démontrer. Et donc, tout ça, ce sont des règles que nous sommes données à nous-mêmes et qui bénéficient à tous et dont nous sommes les gardiens de la mise en œuvre. Et donc, pendant un an, tu ne choisis pas tes clients? Non. À partir de la fin de l'année, du coup, tu vas commencer à changer d'optique et à choisir l'orientation que tu as envie de donner à ta carrière. Alors, c'est effectivement question que je me pose, parce que j'ai adoré ce métier de pénaliste que j'ai fait pendant un an,
Et je me dis, mais est-ce que finalement, c'est pas là mon avenir? Est-ce que finalement, je veux pas faire ça toute ma vie? Et c'est une grande réflexion que j'ai, et je choisis finalement de revenir dans le giron des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, en me disant, à ce moment-là, j'ai 30 ans, je suis avocat depuis 5 ans, et je me dis, c'était une super expérience, mais en même temps, tout repartir à zéro. Et j'ai quand même, dans la cassation, une petite expertise que j'ai un peu construite au tout début. Je me dis, bon, repartir de zéro, c'est quand même un peu ballot. Donc, après beaucoup d'hésitation, je me dis, ok, j'aime bien le droit pénal, mais la cassation présente aussi un aspect pénal, puisque la Cour de cassation est le juge des derniers recours, non seulement des affaires de droit des affaires, de droit du travail, de droit de la famille, etc., mais aussi des affaires pénales. Et je me dis, en fait, je vais pas un peu mixer les deux, mais je vais pas repartir de zéro dans un cabinet pénaliste. Je vais rester dans mon cabinet, mais je vais essayer d'y faire un peu plus de droit pénal. Donc finalement, tu seras resté tout le temps dans cette voie. Là, tu es juste arrivé un peu, entre guillemets, au summum. Alors, je suis du chemin, associé du cabinet dont j'ai été stagiaire puis collaborateur. Ok. Voilà. Et c'est quand même un rôle différent un peu pour expliquer. La Cour de cassation, je vais sûrement mal formuler, je vais te laisser refaire, elle n'est pas là pour juger le fond, elle est là pour juger que le droit a été bien appliqué. C'est ça. Elle juge la correcte application de la règle de droit. Donc, tu peux te retrouver avec des jugements dont le droit a été bien appliqué, mais sur lequel, toi, tu aurais plaidé différemment ou tu aurais fait autre chose. On ne te demande pas ton avis, on te demande juste de dire si c'est conforme. Exactement. On ne te demande pas de savoir si ça valait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Tant que la peine est légale, elle n'est pas contrôlée. Et donc, simplement, effectivement, tu aurais pu te dire, moi, si j'avais été une cour d'appel, j'aurais fait différemment. Mais je T'es pas frustré de ça, d'être spectateur de jugement d'autres personnes et juste de dire, bon, ils n'ont pas fait d'erreur? Alors, d'abord, je suis pas spectateur, puisque moi, quand on vient me voir, c'est parce qu'on a pris un arrêt d'appel qu'on souhaite contester. Ouais. Et donc, mon métier aujourd'hui, essentiellement, c'est la cassation pénale. Et la cassation pénale, c'est 2 choses. C'est évidemment les jugements de fond, c'est-à-dire la personne a été condamnée, elle a pris 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Et puis, il y a un aspect important, c'est les nullités de la procédure. C'est-à-dire qu'avant le jugement, il y a une procédure d'instruction, il y a une procédure d'enquête. Et donc, il y a des actes d'enquête qui doivent être faits selon un cadre procédural. Et il y a là aussi des possibilités de recours avant même le jugement. Et donc, mon métier consiste à défendre des gens parce que soit ils ont été condamnés et on estime qu'ils n'ont pas été selon la règle de droit, soit des gens qui sont en cours d'instruction et d'enquête et qui font l'objet d'une sonorisation de leur appartement, d'écoutes téléphoniques, de balises sur leur voiture, etc. Et il faut veiller à ce que ces actes-là... Procédure abusive, on pourrait dire. C'est peut-être pas le mot, mais... Elle n'est pas abusive, mais elle est irrégulière. Okay. Voilà, parce qu'il y a des horaires, parce qu'il y a des autorisations, parce qu'il y a une forme pour faire ces actes-là. Et là où toi, tu as un métier complet... Alors, j'essaye de me projeter parce que avocat, c'est un métier qui fait rêver. Je me dis que toi, après toi, il n'y a rien, en fait. Alors, après moi, il n'y a rien. On est l'avocat du bout du bout. Ça veut dire que quand tu es avocat de première instance ou avocat d'appel, tu dois te retrouver... tu as dû perdre, j'imagine. Enfin, tu ne gagnes pas toutes tes défenses. Tu as dû perdre et du coup, tu as toujours ce petit espoir de dire on va faire appel ou on va aller en cassation. Toi, c'est fini. Ah oui, après moi, je suis l'avocat du bout du bout. Je suis l'avocat de la dernière chance. C'est dur. Oui et non. Parce que malgré tout, si tu veux, l'avocat de première instance, pour moi, il a une grande responsabilité, c'est de mettre l'affaire sur les bons rails. Alors, peut-être qu'il n'a pas gagné, mais moi, je peux pas faire changer l'affaire des rails. Je critique une décision d'appel telle qu'elle a été rendue avec les arguments qui ont été soulevés devant cette cour d'appel. Je peux pas changer la face du dossier. Et donc, la responsabilité très importante des confrères avocats à la cour, c'est de trouver le bon argument. Alors, peut-être qu'il a été mal jugé par la cour, mais est-ce que c'était le bon argument ? Si c'était pas le bon argument, là, je peux pas faire grand-chose. Je vais pas redresser un procès qui est mal embarqué. Mais, en fait, si tu veux, j'élève les enfants des autres. Voilà. Mon boulot, c'est d'élever les enfants des autres. Je donne pas naissance. Mais si les enfants sont déjà mal élevés au démarrage, moi, je peux plus rien faire. Et donc, au dernier niveau, je ne fais, encore une fois, que développer, reprendre, sélectionner les arguments. Mais il faut que les précédents avocats aient mis l'affaire sur de bons rails. Et vous êtes quand même un petit microcosme, c'est-à-dire que vous vous connaissez, beaucoup, tu l'as dit, sont passés par la conférence, c'est un réseau, etc. Est-ce que tu arrives à
te décorréler de qui a fait la première instance, qui a fait l'appel. T'es neutre par rapport à ça, enfin, j'imagine. Non, parce que je sais qui a fait. Et donc, il y a des gens avec qui je travaille, en qui j'ai totalement confiance, des gens que j'admire, des avocats à la cour. Alors, peut-être qu'ils perdent aussi des dossiers, ils me les envoient et je les gagne parfois et je les perds aussi. Et donc, j'ai de l'admiration pour beaucoup d'avocats à la cour avec qui je travaille. Je me dis vraiment, c'est des pénalistes extraordinaires, des processualistes qui voient la moindre faille dans un dossier, qui ont une capacité à screener un dossier de procédure et à voir exactement les 2 ou 3 trucs qui clochent. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des confrères. Je ne saurais pas faire ce qu'ils font. Ce serait qui, là, les 2, 3 moi, je me dis toujours, si toi, t'as un problème, t'appelles qui? Enfin, Bah, ça c'est dépend. Vey. Aujourd'hui, c'est Antoine Vey, le boss. Je suis pas sûr qu'il y ait un boss. Ça dépend vraiment de ce que tu as fait, en fait. Ça dépend si t'es pris pour du stup. Ça dépend si t'es pris pour un gros dossier d'abus de biens sociaux. Enfin, il y a vraiment beaucoup de champs. Même dans le droit pénal, il y a des sous-marques. Et souvent, d'ailleurs, tu as des attelages d'avocats. Tu as un avocat qui va faire le fond et un avocat qui va faire la procédure. Et donc, tu as des gens qui sont des procéduriers incroyables. Qui plaident pas très bien, par exemple. Qui se font remplacer à la plaidoirie. Et il y en a d'autres qui kiffent la plaidoirie. Ouais. Il y a des avocats qui disent, moi, alors, la procédure, j'y connais rien. Par contre, l'audience, c'est mon truc. Ouais. Je suis un avocat d'audience, parce que je sens l'audience, je sens ce qui se passe, je sens les juges, je sens le moment. C'est là où Dupond-Moretti était le meilleur. Sans aucun doute. Mais il avait quand même derrière lui une batterie de collaborateurs qui lui préparaient le dossier techniquement. Et c'est pas juste un danseur étoile. C'est quand même quelqu'un qui a bossé pendant des mois, des années sur un dossier et qui a des cotes extrêmement précises et qui sait ce qu'il va dire. Ouais. Donc, c'est pas non plus une improvisation non, mais miraculeuse. Il a ce côté torero dans l'arène où il sait quoi dire. Enfin, moi, j'ai déjà vu des plaidoiries comme ça à l'extérieur. Enfin, tu sais, des bouts dans des films ou dans des trucs comme ça qui reconstituent le truc. Tu te dis, putain, il est trop fort, le mec. Enfin, t'as qu'une envie à la fin, c'est d'acquitter la personne. Parce qu'il t'a pris par les sentiments. Il y a même parfois, il le fait à l'envers, il dit, je vous déteste. Tu sais, il dit souvent au juge, vous me détestez, je vous déteste aussi. Ok, ça c'est posé. Et ensuite, il commence. Faut savoir faire ça. Tu peux être le meilleur technicien du monde et trouver la meilleure faille. Ça, c'est quelque chose qui est inné, quoi. Non, c'est pas inné parce qu'il l'a fait des centaines de fois et donc il y a aussi l'habitude de l'audience. Mais il a en effet ce petit sixième sens qui fait que il arrive à sentir les choses, à sentir les rapports humains. Il a une très jolie langue. Hein, c'est quelqu'un qui a une langue parfois brutale mais quand même toujours adaptée au moment. Et donc voilà, faut vraiment, il y a même dans le droit pénal différents avocats avec différents talents. Et du coup, toi, que je comprenne, tu fais que de l'écrit ou tu plaides aussi? Alors, c'est essentiellement de l'écrit. La plupart des affaires se jugent sur des argumentaires écrits, mais de temps en temps, on demande à ce qu'il y ait une audience. Par défaut, il n'y a pas d'audience au sens classique du terme, mais on peut demander à venir plaider tel dossier, tel point de droit, soit parce qu'il est très délicat, soit parce qu'on sent que l'affaire est complètement mal embarquée et qu'on a des signaux de la juridiction qui nous laissent à penser qu'ils sont complètement dans le décor, soit ça a une importance déterminante pour le client, soit c'est une question nouvelle, soit c'est une formation de jugement extrêmement prestigieuse et on va sur un arrêt de principe et que donc on va essayer d'aller en complément de ce qu'on a écrit, argumenter sur 2 ou 3 points saillants, mais les plaidoiries sont toujours en droit, c'est-à-dire que la personne ne comparaît pas, il n'y a pas de boxe, il n'y a pas de gendarme, il y a simplement des avocats qui combattent sur des questions juridiques. Et du coup, il y a des magistrats qui sont spécialisés aussi cour de cassation. Exactement. Toi, tu es tributaire de la décision, tu essaies de convaincre quelqu'un d'autre. J'essaye de convaincre les magistrats de la cour de cassation. Donc, il y a des chambres spécialisées. Donc, il y a une chambre qui traite du droit social, il y a une chambre du droit commercial, il y a une chambre du droit de la famille et il y a une chambre du droit pénal. C'est celle devant laquelle je vais le plus souvent, mais je vais aussi devant les autres chambres. Sachant que j'imagine que tu as des affaires, alors on va pas rentrer dans le détail des affaires, mais j'imagine que tu as des affaires qui, par définition, sont susceptibles de faire l'actualité. Oui, bien sûr. Et donc, tu as aussi ce côté où tu n'as pas envie que le jugement, j'imagine, en tant qu'avocat, soit trop fait à chaud ou trop dans l'émotion. Les avocats, ils disent souvent, faut pas faire dans l'émotion. Oui, alors, avec la Cour de cassation, on a quand même
un garde-fou pour ça, c'est que ça vient tard. Il y a eu une première instance, il y a eu un appel, la cassation. C'est pour ça qu'on s'intéresse assez peu à la Cour de cassation, parce que, en fait, dans le tempo judiciaire et le tempo médiatique, ils ne sont corrélés que dans l'urgence de la garde à vue, la comparution. On dit, il a été mis en examen, il est en garde à vue, il a été jugé. Dès que c'est l'appel, c'est déjà un peu moins intéressant parce que ça fait 2 ans ou 3 ans, puis la cassation, ça fait 4 ans ou 5 ans. Et donc, ça vient tellement tard que c'est une juridiction un peu confidentielle qui est pas très populaire, alors que son rôle est décisif, puisque c'est quand même la juridiction qui va unifier l'interprétation du droit sur tout notre territoire. C'est-à-dire qu'il y en a qu'une, elle est à Paris, et son rôle est de regrouper toutes les décisions de cour d'appel pour s'assurer qu'on a une interprétation homogène du droit sur tout le territoire de la République. Ok, très bien. Et par rapport à ça, tu as du coup un mandat. Il dure combien de temps ton mandat? Il est à vie? Alors, j'ai été nommé par le garde des Sceaux, puisque c'est un office ministériel, un peu comme un notaire en réalité. Donc, tu passes des examens, t'es avocat, comme je t'ai dit, tu fais des cours du soir, tu passes le concours de la conférence, blablabla, et puis à la fin, donc, tu passes des examens, et tu es sur une liste d'aptitudes, et donc, à un moment, tu vas reprendre une charge. Donc, tu vas l'acheter d'ailleurs, ta charge, et donc, tu es nommé sur un office, et tu es nommé ad vitam. D'accord. Il n'y a que toi qui peux décider d'arrêter. Oui, ou la mort. Ou la mort. Mais Dieu a-t-il besoin des anges? C'est la grande question. Voilà, c'est la donc, question. non, on n'a pas de. Les notaires, par exemple, c'est 70 ans. Il y a un coup près. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de coup près. Il n'y a pas de coup près. Il n'y a pas de retraite. Alors si, on peut s'arrêter bien sûr. Moi, j'ai pas du tout l'intention d'exercer à vie, mais on fait ce que l'on veut. D'accord. Et tu choisis tes clients encore? T'as le luxe de choisir mes clients, bien sûr. Je suis avocat libéral. Okay. Je suis pas fonctionnaire. Je suis certes officier ministériel, mais je n'ai pas de contraintes sur le choix de mes clients, sur le choix de mon argumentaire, sur le choix de mes honoraires que je fixe librement. Et donc très librement. Je fixe librement. Je te charrie, j'en sais rien. En fonction de la difficulté de l'affaire. Voilà. Et en plus de ça, j'ai cru lire, tu me dis si je me trompe, que tu avais été décoré en parallèle de ça. Est-ce que ça a un lien ou pas ou aucun? No way. No way. C'est plus pour la partie, on va dire, éloquence, etc. La seule chose, c'est que alors, les avocats ont un grand débat, c'est est-ce qu'on peut porter nos décorations sur nos robes? Oui, c'est des vrais problèmes. On a des problèmes existentiels, tu comprends bien. Je comprends. Mais je te jure que ça met les avocats dans des états de rage. Le débat, savoir si tu peux porter ton colifichet républicain sur ta robe, mais les mecs deviennent dingues avec ça. La réponse. On s'en fout en fait. D'abord, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, la réponse est non. La robe est un symbole d'égalité professionnelle. On est tous également avocats, qu'on soit décoré par ailleurs de l'ordre de ceci ou de l'ordre de cela. Donc, non, on met pas ces décorations sur sa robe. Bon, il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu dis et qui est très intéressant, c'est que les gens te connaissent peut-être pour la partie prise de parole en public. Et en fait, au final, tu as un métier qui est à dominante écrite. T'es pas le pénaliste qu'on voit un peu crier, faire du théâtre, etc. À quel moment tu as eu ce côté où tu t'es dit, OK, j'ai tellement adoré ce que j'ai fait à la conférence que en fait j'ai envie de m'investir là-dedans, et t'es un peu toujours en lien avec l'art oratoire, et ensuite après comment t'as décidé de faire des livres, être prof à HEC, tout ça? Alors, je passe donc le concours de la conférence. Pendant 1 an, c'est vrai, on est très visible. On fait les Berriers, on est un peu la vitrine, on a des voyages, etc. Pour représenter le barreau de Paris dans des congrès à l'étranger. Donc, il y a une année un peu d'excitation professionnelle, personnelle, et j'ai adoré ça. C'est vraiment un bouillonnement. Et puis, il y a 12 avocats qui se connaissent pas, qui vont devenir les meilleurs amis du monde par le hasard des rencontres. C'est assez extraordinaire. Sur la foulée, j'adore ça. C'est ma grande découverte de l'art oratoire. Je connaissais pas grand-chose. J'étais venu parce qu'il y avait eu un discours qui m'avait plu et que je me disais après tout peut-être que je suis capable. Et puis c'était un bon accélérateur professionnel. Donc je ne connaissais pas grand-chose au milieu de l'art oratoire. Mais dans la foulée de la conférence, dans la suite, j'ai tellement adoré que je m'intéresse au sujet. Et puis, dans la suite, on te demande toujours de faire jury d'un concours d'éloquence. Ceci, tu sais, il y a toujours les étudiants qui organisent le concours de ceci, le concours de cela, le faux procès du Schmoll, le concours d'éloquence Schmoll-Du. Et donc, j'aime ça. J'adore ça. Aujourd'hui, j'aime moins ça. Mais sur le moment, je refuse jamais. Je vais dans des concours d'éloquence 3 fois par semaine. Enfin, voilà. Sur la suite de la conférence, j'adore ça. Et donc, j'enseigne dans un truc un peu
étonnant, disons pour être poli, qui s'appelle la conférence Olivain, qui est un groupe d'étudiants qui se forment notamment à la prise de parole en public. On me dit tu veux pas faire 2-3 cours, et je rencontre un type qui s'appelle Stéphane de Freitas, qui lui est élève en quelque sorte et qui fréquente la conférence Olivain de l'autre côté, et qui est à Assas, et quelques années plus tard qui me dit moi, quand je suis arrivé à Assas depuis la Seine-Saint-Denis dont j'étais originaire, la fracture que j'ai ressentie, elle n'est pas sociale, elle n'est pas économique, elle est langagière. On ne parle pas la même langue. Et si on veut restaurer le pacte républicain, il faut aller enseigner la prise de parole en public, non pas dans les arrondissements favorisés, mais en Seine-Saint-Denis. Et donc il me dit, je vais créer un truc. Est-ce que tu veux venir avec moi dans cette aventure en Seine-Saint-Denis? C'est le docu qui t'a propulsé sur le devant Exactement. de la scène. Et donc, à voix haute, pour ceux qui veulent le voir, c'est ouf. Enfin, c'est vraiment. Je dis ok, on va le faire. Et donc, il conçoit une pédagogie où il y a 4 cases. Il y a une case parole professionnelle avec des recruteurs, une case parole argumentative avec un avocat, une case parole scénique théâtrale avec un metteur en scène et une case parole poétique avec un slammer, un rappeur. Et donc, les gamins ont ces 4 cases. Et donc, ils cherchent avec une personne dans chaque case. Et je prends la parole argumentative. Et donc, je commence à enseigner en Seine-Saint-Denis. Et au bout de quelques années, il y a des caméras qui sont mises dans nos salles de classe. On ne sait pas trop pourquoi. Ah, attends, ça, je ne savais pas. Tu as fait ça plusieurs années dans l'ombre avant que ça fasse un docu. Bien sûr. Et on le fait toujours dans l'ombre. Ah, je ne savais pas. Bien sûr. Au moment où le documentaire se fait, ça fait 5 ans qu'on le fait. Dans l'anonymat le plus total. Je ne savais pas du tout. Okay, mais ça nous va très bien. Ouais. Et en réalité, il y a eu, au bout de 2-3 ans, une première tentative sur un docu qui ne s'est pas fait. Et puis, à un moment, on nous dit, bah tiens, on ne sait pas trop, mais on voudrait garder une trace. Est-ce que ça te dérange si on met une caméra dans ta salle de classe ? Le dispositif technique est très léger. Il y a 1 ou 2 perchman, ils sont très jeunes, ils sont hyper sympas, ils jouent avec nous au jeu de prise de parole en public. Bon, il y a une caméra, mais ils sont très discrets. Il n'y a pas de biais de comportement, tu vois. Puis de toute façon, on sait pas trop ce qu'on va faire avec ces images. Donc, on se dit bon bah, il n'y a pas d'histrionisme, il n'y a pas des mecs qui font les malins parce qu'il y a les caméras. En fait, ça ne biaise pas du tout les attitudes ni des profs ni des élèves. Et donc, ok, il y a des caméras. Donc, on a du micro. Enfin, on prend ça un peu comme un jeu, c'est un jeu d'ailleurs, et on n'entend pas du tout parler du truc pendant 1 an ou 2. On dit, et au bout d'un moment, je dis à Stéphane, mais on n'avait pas quand même filmé l'année 2015 ? Et on me dit, ouais, t'en fais pas, il y a un truc, mais bon, voilà. Je comprends qu'en réalité, au moment où on a mis les caméras dans nos salles de classe, le truc n'est pas du tout financé, on ne sait pas du tout si ça va être diffusé, et que pendant 1 an et demi, il y a un montage qui est fait de toutes ces images et qu'elles vont donner le documentaire à voix haute qui sera diffusé sur France 2 puis au cinéma. Qui est un carton. Qui est un carton. Entendons-nous, c'est un carton de documentaire, c'est pas non plus des chiffres délirants de vues, mais il a popularisé l'art oratoire. Il a été le déclencheur d'un moment autour de la parole. Ouais. Et qui depuis ne s'est jamais arrêté en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que depuis, il y a beaucoup de sujets là-dessus. Il y a eu un film, je dis une connerie, c'est pas Christian Clavier, non, c'est... non, c'est avec Daniel Auteuil. Daniel Auteuil. Donc après, on peut en penser ce qu'on veut et tout, mais je veux dire par là, ça montre que beaucoup de gens se sont emparés de ce sujet. Avant ça, on n'avait pas cette vision aussi importante des mots. Alors, effectivement, et notamment à l'école, puisque tout ça va déboucher quand même sur la création du grand oral du bac. Donc, il y aura un moment qui va se concrétiser dans le temps, qui est pérenne. Il y a effectivement des moments un peu ponctuels, tu vois. On va faire un concours d'éloquence à la télévision avec Laurent Ruquier. Ça va durer 2 ou 3 ans. Ça, il y a un moment. Il m'a refusé, Laurent Ruquier, je lui passe le bonjour. J'avais envoyé mes rushs, on t'embrasse fort. Laurent, si tu nous regardes. Non, mais tu vois, il y a eu des moments comme ça qui sont passés, mais il reste de ce moment un intérêt pour la prise de parole éducative, pour la prise de parole dans sa vision sociale, d'égalité des chances. Tout ça, c'est à voix haute qu'il l'a créé. Je dis d'autant plus aisément que à voix haute, c'est pas moi, c'est Stéphane. C'est pas toi, mais t'es le personnage principal du docu. J'apparais pas mal dans le docu, mais
là encore, j'y suis pour rien, j'ai Ouais, pas fait le ouais, montage. non, mais bien sûr, voilà. non, bien sûr, mais c'est pas pour te lancer des fleurs ou quoi, mais il faut aussi, à un moment, quand on veut populariser un sujet, il faut la bonne personne. T'as été la bonne personne avec la bonne tête, le bon phrasé, au bon moment. Oui, mais Eddie qui gagne est aussi Oui. le bon personnage parce qu'il est solaire, parce que on le voit progresser, parce qu'il a une famille extraordinaire. Enfin, il y a quand même une conjonction de choses. Et ce film aujourd'hui est encore montré par beaucoup d'enseignants dans des classes. Et Mais allez le voir, régulièrement, hein, on me dit, mais mes élèves qui se croient incapables de prendre la parole en public, je leur montre à voix haute et ça les galvanise. Et ils se disent, mais pourquoi pas moi? Et donc ça, cette popularisation de l'éloquence, toi, tu deviens populaire par la même occasion. Tu te mets à passer sur quotidien, enfin c'est quand même des consécrations, enfin quotidien, tu es souvent invité pour décrypter les discours des ministres, etc. Tu as une popularité à un moment, tu incarnes l'éloquence en France et encore aujourd'hui, je pense. Si on parle éloquence, bah, on pense à toi. À quel moment tu te dis, bah, je vais mettre ça sous format livre, et à quel moment et comment tu réussis à dire quelque chose qui est très oral, très visuel? Est-ce que les gens vont l'acheter en format papier? Alors, en réalité, donc le film sort, il a un vrai destin en salle, on est même nommé au César, hein, ce qui est quand même incroyable. Enfin, on est nommé, on l'a pas, mais on est nommé au César, ce qui est quand même extraordinaire. Et dans la foulée vient la proposition d'un éditeur. Et donc, c'est une proposition objectivement un peu surprenante. Parce que, encore une fois, moi j'enseigne par les mots, par l'oralité, par le regard, et j'avais pas du tout prévu d'écrire. Malgré tout, c'est quand même une proposition intéressante. J'y avais jamais pensé. Tu m'aurais dit à 40 ans que j'allais écrire des livres, je t'aurais rionné. C'est pas du tout vocation à écrire des livres. Et puis, bah, finalement, voilà, la proposition vient et je me dis, mais en fait, c'est aussi l'occasion de mettre cet enseignement que je fais en présentiel à la disposition d'un public plus large. Et donc, au-delà de mes élèves de Seine-Saint-Denis, j'ai commencé aussi à enseigner à HEC parallèlement. C'est là qu'on s'est rencontrés et où tu as fait école. Parce qu'il faut savoir que tu as fait école dans les concours d'éloquence, puisque tu as gagné le concours d'éloquence avec des discours tout à fait particulier à Calembourg, puisque c'était ton style et qui était de grande qualité, de grande virtuosité lexicale et langagière. Et pendant 10 ans, on a eu des mini Pinto. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est pénible, parce qu'en fait, l'éloquence, c'est d'abord trouver son style. Et je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent, il y a des modèles, mais il n'y a pas de copie. On est chacun un individu avec un style. Et toi, tu as vraiment fait école. Et on a retrouvé dans des concours d'éloquence des gens qui faisaient ce que tu faisais avec moins de talent. Bah, c'est très gentil et je crois même que du coup tu avais interdit les notes. À un moment tu avais dit bah maintenant vous venez sans vos papiers, vous devez apprendre un peu par cœur entre guillemets pour éviter ça justement, parce que moi c'était assez lu mon discours. Oui, mais c'était très bon. C'était bien, mais je pense que tu avais voulu casser ça justement parce que on en avait reparlé. Et même moi, les élèves, je leur disais, mais si c'est pas toi, le fais pas, ça va pas être bien. Ça s'inscrit dans un contexte, ça s'inscrit parce que à ce moment-là aussi, bah, moi je sais que je suis au BDE, je suis au rugby, il y a la moitié de la salle, c'est mes potes. Donc, quand tu fais un jeu de mots et que ça marche pas, et ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive souvent. Non, mais des discours basés sur le jeu de mots dans un public, on va pas dire hostile, mais froid, tu passes un sacré mauvais moment. Et dans la foulée d'HEC, j'avais été à l'ESCP, il y avait les vainqueurs de toutes les grandes écoles, Polytechnique, ESCP, etc. Les gars, ils avaient ostensiblement décidé de ne pas rire. Bah, c'était catastrophique, tu vois. Donc, il faut trouver son style, il y a un moment, il y a un truc, il faut pas copier, je suis d'accord avec toi. Non, mais tu vois, c'est marrant parce que régulièrement apparaissent dans le paysage des concours d'éloquence, qui est un tout petit milieu, des figures. Tu l'as été, d'autres le sont. Là, c'est Pierre Faury actuellement, incomparablement plus. Oui, mais aujourd'hui, c'est lui. Mais Bonan a été à un moment aussi une figure révérée. Et donc, on a vu des mini Pinto, on a vu des mini Bonan. Et tu dis, bah, en fait, les gars, non, vous n'êtes pas lui. Mais comme dans les salles d'audience, à un moment, on a vu des mini Dupond-Moretti. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, voilà, faites... votre style, trouvez votre style, ne copiez pas, chacun a sa petite musique intérieure. D'ailleurs, mon année, il y avait un gars qui s'appelait Adrien Adac, qui était super, que j'embrasse. Le père Adac. Voilà, et qui avait fait un truc, mais qui n'a aucun rapport. Et je me souviens, alors ce qui est le plus marrant, c'était le débrief de toi et d'Antoine V. Tu te souviens, père Adac, c'était vous êtes le curé de ma paroisse, ou un truc. Mais c'était hilarant. Ce qui fait la beauté de la soirée, c'est que c'est vous aussi
Antoine V et toi qui avez chauffé la salle à blanc. Et moi, j'arrive, je suis en dernier. La salle, mais ils peuvent plus s'arrêter de rire tellement, mais on a passé une de mes meilleures soirées. Ça fait des très belles soirées. C'est une de mes meilleures soirées de toute ma vie. Bien sûr. Et à la base, je m'étais retrouvé dans ce truc art oratoire, mais par pur hasard. Et donc, c'est là que je t'ai rencontré. Donc, tu fais la Seine-Saint-Denis, tu fais aussi des trucs, entre guillemets, plus traditionnels, HEC, Sciences Po, etc. Et vient la proposition de l'éditeur. Et là, tu te dis, bah, en tant que tel, why not? Oui, et je me lance. Dans l'écriture, avec une personne qui m'aide un peu et qui me conseille et me guide. Et donc, sort La parole, un sport de combat. Carton. Et carton. Et ça, tu sais pas pourquoi. Et aujourd'hui encore, je sais pas pourquoi. Mais carton, quand on dit carton, un bon livre en France, il se vend quoi? Il se vend à 5 000, 10 000. T'es déjà dans le top ranking des auteurs, parce que les gens s'imaginent que quand t'es à la Fnac, t'es riche. Pas du tout. Toi, t'es à combien? T'es à 200 000? Non, mais La parole est un sport de combat, on est à plus de 100 000, oui. Mais c'est incroyable. Avec le poche, tu vois, il y a aussi... Okay, non, on s'en fout, mais c'est incroyable. Sur un sujet qui, de base, c'est quand même un sujet qui peut avoir un côté un peu technique, un peu rebutant, un peu... faut rentrer dedans, quand même. Comment t'expliques ça? Je sais pas. Honnêtement, je peux pas te dire. Quotidien est un moment décisif. Quotidien, mais oui, ça change. Mais... Je ne peux pas te dire ce qui fait que ce livre a trouvé son public, plus que les suivants, dont je considère qu'ils ne sont pas moins bons, mais qui ont des chiffres de vente inférieurs. Et La parole est un sport de combat, c'est venu à un moment... Il y a une alchimie qui est un peu étrange, je pense que le titre était pas mal, il avait un côté un peu punchy, un peu astucieux. Je peux pas dire ce qui fait que ce... Mais cette année-là, c'est quoi là? C'est 2017? Ouais. Cette année-là, tu dois être dans le top 5 ou 6 des ventes. Non, alors effectivement, tu es dans les rankings des ventes dans l'Express ou dans Le Point. C'est incroyable. Rien ne t'avait prédestiné à ça. Rien. Et c'est ça que j'adore dans ce podcast, c'est qu'il t'est arrivé que des choses un peu par hasard, en fait. Ah, mais complètement. Mais en fait, si tu veux, je dis ça pour ceux qui nous écoutent, moi, ce qui me fait vraiment flipper quand je vais dans des universités, c'est les gens qui ont des plans de carrière. Alors ça, moi, je trouve ça terrible. Des gamins, ils ont 18 ans, 19 ans, et ils savent déjà exactement les jalons. Tu vois, ils savent quand ils vont être... Alors, je fréquente plutôt les universités juridiques, tu vois. Donc, les mecs, ils savent déjà quand ils vont faire un stage chez machin, puis quand ils vont être collaborateurs chez truc, puis quand ils vont passer la conférence dans la promo 2027, et puis ensuite, ils vont être... Et je me dis, mais moi, je sais pas du tout à l'avance. Moi, c'est la vie qui a décidé pour moi. Normalement, dans mon souhait le plus fou, aujourd'hui, je suis préfet. Tu vois, parce que j'ai eu l'ENA et j'ai des galons dorés et un costume bleu. D'un autre côté, tu as voulu dès le début être avocat au Conseil, Cour de cassation, et tu l'as été. Oui. Tu as quand même eu un petit fil rouge. Et en fait, toi, dans ton parcours, ce qui est intéressant, si je peux me permettre, c'est tu as eu ce fil rouge, mais tu as zigzagué autour. Exactement. Et en fait, ce qui fait l'aspérité de ta personnalité, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. C'est que tu te retrouves à quotidien, tu te retrouves à débriefer les discours d'hommes politiques. Je crois que tu avais fait Macron à un moment. Enfin, voilà, il a dit ça, c'était bien. Et puis à un moment, il a dit ça, c'était pas bien. Mais enfin, c'est un univers qu'on n'aurait jamais pu te prédestiner il y a 5 ans ou il y a 7 ans. C'est vrai. Et ça, tout ça, c'est venu du docu de À Voix Haute. Oui, le docu est une bascule évidemment déterminante parce que c'est le pouvoir de l'image aussi. Et les gens te voient et t'identifient. Et puis le livre, malgré tout, au-delà du docu, si tu veux, le docu en cinéma, il fait, je pense qu'il arrive à 250 000 vues. En salle. C'est sur France 2 qu'il explose vraiment. Non. Alors en réalité, il est d'abord sur France 2. C'est séquencé. Il est d'abord sur France 2. Là, le soir où il est diffusé, il a un bon succès, mais on pense que l'aventure s'arrête là. Et après, il se trouve qu'il y a un diffuseur de cinéma qui le voit et qui dit « Non mais il peut pas s'arrêter là, ce documentaire, je vais le mettre sur des grands écrans. » Donc l'inverse du traditionnel. Et voilà, en réalité, c'est d'abord un docu-télé et ensuite, c'est un film, moyennant 20 minutes de rush que l'on dérush et que l'on ajoute, parce que un format cinéma, c'est il faut 1h35 ou 37, alors que le documentaire tel qu'il était pour la télé était de 1h20. Donc il y a des images qu'on n'aurait jamais dû voir. Ok. Et maintenant que toi, t'es
au Graal, au summum de ce que tu voulais depuis que tu étais entre guillemets jeune, et que c'est un poste qui n'a pas de durée, c'est pas un mandat, tu es là autant de temps que tu veux. Est-ce que tu t'es pris au jeu de la médiatisation et du coup tu as envie d'avoir, on pourrait dire, une troisième partie de carrière, plus, je sais pas moi, dans l'animation, dans les débats, dans plein de trucs. Est-ce que tu as envie de te recentrer sur ton... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, formulé différemment? Alors, il y a aussi des moments où tu vois, tu as des embranchements. Moi, j'ai décidé de reprendre l'embranchement avocat. Voilà. Et moi, aujourd'hui, mon activité, c'est vraiment être pleinement avocat. Je suis associé dans un cabinet, ça marche bien, je suis vraiment dédié à mon activité et je voudrais, pour la suite, que ça marche bien comme avocat. Le reste est toujours considéré comme ça, comme un side job, une distraction, une valeur ajoutée, un moment de respiration. J'aime ça, mais à aucun moment j'ai pensé que ça allait devenir ma vie. Donc je le fais, j'essaie de le faire bien, mais c'est pas là-dessus que je mise pour l'avenir. Encore une fois, je suis chroniqueur dans des émissions, tout ça me plaît. C'est quelque chose qui ouvre aussi mon univers professionnel. Parce que si j'étais que avocat, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais une sorte de sclérose à toujours tripoter le code de procédure pénale. Il y aurait une sorte de lassitude qui s'instaurerait. Mais il y a des gens qui adorent ça. Moi, j'ai des associés, ils sont fascinés par le droit. Ces gens, le droit, c'est leur vie. Moi, le droit, c'est pas ma vie, c'est une partie de ma vie. C'est une partie essentielle de ma vie, mais j'aime bien avoir des activités annexes. Et donc, ça serait quoi? Est-ce que tu es sur des nouveaux livres? Est-ce que tu as des projets au cinéma? Ou est-ce que, pour l'instant, non, au contraire, tu es... Si, j'ai un nouveau livre qui est en préparation pour 2025. Tout va bien, je veux dire, on me redemande encore, je suis content, mais... ma priorité aujourd'hui, c'est que mon activité d'avocat tourne bien et que les clients et les correspondants soient contents. Parce que tu es associé, il faut peut-être expliquer ceux qui ne connaissent pas. En gros, associé, c'est quand tu es chef d'entreprise pour l'avocat. En fait, ça veut dire qu'on est 3 gérants, si tu veux, de notre cabinet d'avocats. On a des collaborateurs, on a une équipe. On est... c'est quelle taille à peu près qu'on se rende compte? En équipe? En équipe, on doit avoir avec nous. Alors, en fait, tu as des équipes de deux natures. Tu as des avocats qui travaillent avec nous et puis tu as des salariés. Donc, des gens qui computent nos délais, qui sont des fonctions support en réalité pour nous. En fonction support, on doit être 8-9. Et en collaborateur avocat qui travaille avec nous, comme je l'ai fait au tout début, on en a une vingtaine. Ah, quand même. C'est pas un très gros cabinet, mais malgré tout, on n'est que 3 à faire fonctionner le truc 3 gérants, on pourrait dire. Ouais. Et votre mission principale, c'est d'avoir aussi un rôle un peu commercial, un peu. Alors, nous, on va évidemment faire du sourcing de clients parce que c'est évidemment déterminant. Après, on va relire les mémoires et en rédiger certains parce qu'à la fin, c'est quand même moi qui signe en bas ou l'un de mes associés, mais il y a une sorte de label du cabinet et on ne laisse pas sortir quelque chose dont on considère que c'est insuffisant. Donc, il n'y a pas un mémoire qui ressort sans avoir été lu par un de nous 3, même s'il n'a pas été ab initio rédigé par l'un de nous 3. On va animer une équipe de collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils vont venir nous parler des dossiers, on va orienter leur argumentation, et puis à la fin, c'est quand même nous qui allons les plaider, puisqu'on a un monopole de la barre au Conseil d'État et ou à la Cour de cassation, et donc s'il y a un dossier qui doit être plaidé, in fine, c'est quand même moi qui vais y aller. Monopole de la barre. C'est pas mal quand même, c'est une belle expression. On a un monopole de la barre. Vous êtes fort pour les expressions comme ça, c'est beau, c'est monopole de la barre, c'est beau. Et du coup, tu as ton nom qui est en bas, etc. Comment tu arrives à t'approprier le dossier d'un collaborateur? Comment ça marche concrètement? Est-ce que vous le faites ensemble et tu donnes des directives? Ou est-ce que quasiment tu le découvres un peu à la relecture? Alors ça dépend tout à fait du collaborateur. Pour un collaborateur très expérimenté, d'abord, quand le dossier va arriver, je vais regarder un peu de quoi il retourne. Et en fonction de la matière traitée, je vais le dispatcher à tel ou tel collaborateur dont je sais qu'il est très bon dans cette matière, alors que l'autre est très bon dans cette autre matière et que ce dossier-là va aller à tel collaborateur. Ensuite, si c'est un collaborateur très jeune, je vais lui expliquer. Et je lui dis, voilà, moi je pense que faut faire ça, je pense que le bon argument il est là. Bon, très bien, donc on va en parler.
Après, je vais le laisser faire en autonomie. Il va me montrer quelque chose. Et puis, si évidemment il a besoin en cours de rédaction, bah, il va m'appeler ou il va venir me voir. Il va me dire, bah là, je m'en sors pas. Ou là, en fait, ce qu'on avait envisagé ensemble, je pense que ça marche pas. Et donc, on va réorienter. Voilà. Soit c'est un collaborateur super expérimenté et je professe l'idée que certains de mes collaborateurs sont meilleurs que moi et je n'ai aucun problème avec ça. Et je me réjouis que certains de mes collaborateurs soient techniquement plus forts que moi. Il y a des collaborateurs, je sais pas, je te donne ça, enfin voilà, je sais que c'est ton... T'es tranquille. Non mais je sais que c'est ton champ de compétences. T'en as déjà fait 25 de même nature. Vas-y, let's go. Après, je relis. Et en fait, mon métier, c'est d'avoir l'œil pour voir si c'est bien ou c'est pas bien. Je vais pas refaire le dossier. Mais je suis capable de voir s'il a mis la balle dans le trou ou pas. Et donc, avec un peu d'expérience, je sais dire, et je sens pas là ton truc, je crois que t'es passé à côté, ou alors il n'y a pas de problème, c'est la balle est dans le trou, et je vais pas faire mieux, donc ça sert à rien que je refasse, je vais peut-être faire autrement, mais pas mieux, et donc voilà, mon job, c'est effectivement le contact client, le sourcing dossier, la relation avec le client, avec le confrère, ça c'est vraiment mon job quotidien, animer une équipe de collaborateurs, leur dispatcher les dossiers, leur donner des guides pour qu'ils argumentent, relire leur production et revoir avec eux si on est OK ou si on n'est pas OK. Et est-ce qu'à un moment, tu as pensé que ça pouvait te desservir? Bon, j'imagine que la médiatisation, elle te sert. Bon, non. En vrai, non. Pas trop. En vrai, non. Ça t'apporte pas de clients. C'est ça la question, ouais. Non, ça t'apporte pas. Et est-ce qu'à l'inverse, ça t'en fait perdre parce que parfois, tu peux avoir un côté un peu amuseur public, un peu on va faire des blagues à la Berrier. Est-ce que du coup, tu perds un peu entre guillemets en crédibilité? Non, j'espère que non, et je ne crois pas parce que je cloisonne énormément. Alors parfois, il y a un client qui me dit « Ah tiens, je vous ai vu à la télé ». Mais tant qu'il a son mémoire sur son bureau au jour prévu et que le mémoire est bon, bah en fait, il s'en moque de me voir à la télé. Il vient pas parce qu'il m'a vu à la télé et il part pas parce qu'il m'a vu à la télé. C'est vraiment deux choses différentes. En fait, le problème des clients qui te viennent par la télé, c'est que des dingues. En fait, t'as que des dingues. C'est le mec qui t'écrit, qui t'appelle, hey, maître, je vous ai vu à la télé, j'ai un litige avec la CAF, il y en a pour 43,27 €, mais je lâcherai pas, j'irai à la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais. Bon, ok. Ok. Et justement, ça me fait un peu pour terminer, bah, toi, t'as pas vraiment de perspective. En fait, t'es au max. Donc, je peux pas te souhaiter quelque chose. Est-ce que, quand t'es avocat comme ça, t'as soit une affaire qui t'a marqué par le fond, par la forme, par le moment, ou une affaire qui te ferait rêver en disant, voilà, moi, un sujet comme ça, j'en ai pas encore eu, j'en voudrais vraiment, ou est-ce que c'est pas ça ton moteur, en fait? Si, mon moteur, évidemment, c'est d'essayer de porter des combats aussi de société, tu vois, parce que moi, je considère qu'un grand avocat, c'est pas seulement un bon technicien du droit. Quand tu vois les grands avocats que tu admires, ouais. Bah, c'est des avocats qui auraient été pas que avocats. Comme Alimi, par exemple, ou des choses comme ça. Alimi, comme Badinter, comme, tu vois, même Bonan, c'est aussi une figure publique du débat en Suisse. Mais malgré tout, ça reste quelqu'un qui est plus qu'avocat. Henri Leclerc, tu vois, qui est quand même la vache sacrée qui est mort cette année et qui a laissé un grand vide dans le barreau. Donc, c'est des gens qui, indépendamment des prétoires où ils ont été des bons pénalistes, évidemment Dupond-Moretti, ont eu un prolongement de leur métier hors du prétoire. Et toi, c'est quoi ton combat alors? Moi, j'ai pas de combat. Bon, j'ai un combat pour le respect des règles de la procédure pénale et de l'état de droit, tu vois. Il y a quand même beaucoup de débats autour de ça. En ce moment, sur l'état de droit qui serait à géométrie variable, friable, etc., négociable. Ça, vraiment, c'est un truc qui est vraiment insupportable à entendre pour un juriste honnête. C'est-à-dire que on ne négocie pas la question de l'état de droit. La règle nous surplombe. Et si finalement on se dit tout ça c'est pas très grave et on peut faire des entorses à cela sous couvert d'efficacité de la répression, bah, en réalité on n'est plus dans dans un état démocratique. Donc ça me gêne. Après, j'ai pas des combats signatures, si tu veux. Donc ça je pense que c'est vraiment très important. Le respect de la procédure pénale comme surplomb et la fin ne justifie pas tous les moyens. Donc ça, et aujourd'hui, tu vois, il y a des projets de loi sur la procédure pénale qui sont vraiment très liberticides. Donc voilà, je suis quand même assez vigilant sur toutes ces questions-là. Après, j'ai porté des combats pour les personnes trans.
parce que je considère que les questions de genre sont importantes dans la société. J'ai porté un combat sur le sexe neutre, sur la question des trans, des inters, et je pense que la place qui est faite à ces personnes dans la société mérite une attention particulière. Donc voilà, j'essaye au fur et à mesure des dossiers, mais c'est pas non plus Et si je reviens sur ma question, excuse-moi si c'était un peu décousu du coup, mais est-ce que tu as eu une affaire emblématique ou une affaire que tu souhaiterais, que ce soit fond ou forme, quelque chose que tu n'as pas encore eu, on pourrait te souhaiter, quoi, en fait? Non, tu vois, j'avais eu il y a quelques années une affaire sur le sexe neutre, justement, l'idée que la mention du sexe à l'état civil pourrait ne pas être soit homme ou femme, parce qu'il y a des gens qui ne sont ni l'un ni l'autre. Donc ce serait autre, en fait, c'est voilà, la case autre. Une case neutre. Donc voilà, je pense que ce serait une avancée sociale. Après, une affaire que je voudrais pour demain, j'en sais rien, on verra. Je sais pas combien de temps j'exercerai encore. Moi, je me dis que idéalement, j'exercerai jusqu'à 65 ans, 65-70 ans. Voilà, entre 65 et 70, je tirerai ma révérence. Et est-ce que des fonctions politiques, c'est quelque chose qui te trotte dans la tête? Non, je fréquente des politiques m'appellent pour me demander des conseils de prise de parole en public, je le fais volontiers, je le fais si le politique en question m'intéresse, s'il m'intéresse pas, je le fais pas, mais si je pense que sa parole mérite, c'est pas des gens pour lesquels forcément je vote, mais c'est des gens dont je pense que la parole doit porter dans l'espace public, et donc il y a des gens que j'aide en leur ayant dit ab initio, vous savez, je ne vote pas pour vous, et ils me disent c'est pas grave, je ne vous demande pas de voter pour moi, je vous demande de m'aider à faire porter ma voix, donc ça je le fais, c'est une activité résiduelle mais amusante. Mais toi, politique, pas forcément. Enfin, non. Non, pas... Enfin, pas non, c'est pas quelque chose que j'envisage... Encore une fois, mon cabinet est vraiment très... C'est une activité exigeante. Je fais ça H24. Enfin, c'est mon boulot. Je pense que Dupond-Moretti faisait ça H24 aussi avant d'être démarché ministre de la Justice, si je peux me permettre. Oui, mais il avait dit lui-même qu'il ne le serait jamais. Voilà. Donc, voilà. Non, mais je veux dire par là, t'as pas le sentiment d'avoir fait le tour, en fait. Ah c'est non. ça qui est bien. C'est que t'as le sentiment qu'il te reste encore plein de choses à faire. Oui, puis à un moment, je voudrais créer un festival de musique parce que j'aime la musique. Et donc, avec un pote, on va créer peut-être un jour, il faut qu'on trouve un lieu et une programmation, mais un jour... C'est quoi ton style ? Alors, moi, je suis un peu un monomaniaque du piano, hein, parce que j'ai fait du piano quand j'étais gosse, donc j'adore ça. Et donc, j'ai un pote pianiste avec lequel on a un projet de créer un festival de musique. Donc, un jour, on le fera. Donc, non, t'as d'autres projets sur le côté ? Oui, évidemment, le droit me passionne parce que, en fait, il me passionne parce qu'il est révélateur de nos rapports sociaux et de la conception qu'on a de notre vivre ensemble et de nos rapports de force aussi. Donc, j'aime ça, que le droit, comment il se régule entre la sécurité, la liberté, la responsabilité, enfin, toutes ces notions importantes du vivre ensemble. Donc, je trouve que le droit est un bon symptôme de notre situation. Donc, j'aime bien travailler cette matière et la voir évoluer aussi parce que, en fait, le droit pénal, c'est qui est merveilleux, c'est que c'est un droit éminemment politique, parce que c'est le droit de la répression. Et donc, le droit civil, c'est un droit du temps long. On fait une réforme tous les 36 du mois. Voilà. Le droit pénal, il y a 3 réformes par an, parce que il y a un garde des Sceaux qui a eu une lubie un jour, parce que il y a une évolution technologique. C'est ça qui est assez fascinant aussi, tu vois. Moi, je fais de la criminalité organisée. Tout ce qui est reconnaissance faciale, et par la exemple. Reconnaissance faciale est au cœur de tout. Donc, comment est-ce qu'on l'organise ? Comment est-ce qu'on accède aux fichiers ? Tu vois, la question de la reconnaissance faciale, il y a une arrêt la semaine dernière. Voilà, c'est vraiment un droit qui évolue parce que il y a une technologie qui évolue aussi. Mais toi, tu es entre deux feux parce que tu es là pour préserver on va dire une continuité juridique de ça, c'est toujours fait comme ça, etc. Et réussir à incorporer de la nouveauté. À un moment, ça a peut-être été l'ADN. Aujourd'hui, c'est peut-être l'intelligence artificielle ou la reconnaissance faciale. C'est très dur de trouver cet équilibre entre faire perdurer quelque chose et de la nouveauté. Oui, l'idée, c'est toujours de faire en sorte que les nouvelles technologies, qui sont de plus en plus efficaces, de plus en plus intrusives, ne dénaturent pas nos libertés fondamentales et qu'il n'y ait pas une concession excessive qui soit faite sur la vie privée, sur la vie familiale et qu'il y ait une loyauté dans la recherche des preuves. Ok. Moi, ce que je retiens, c'était passionnant, c'est dans les conseils que je voudrais donner à ceux qui nous regardent, et tu l'as dit, tu l'as verbalisé tout à l'heure, c'est un peu de se laisser aller à plusieurs choses. Moi, il y a 2 choses. Si je veux juste... j'ai plus de 50 ans, donc je te donne des conseils maintenant. Il y a 2 choses pour moi. La première chose, c'est la vie qui décide pour vous. Quand j'ai passé l'ENA, et que je ne l'ai pas eu, ça vaut pour tous les gens qui passent des concours, j'aurais pu me foutre sous le train. Parce que la vie s'est arrêtée. J'étais désespéré.
Parce que je n'avais pas de plan B. Et je ne concevais pas la vie autrement que comme étant haut fonctionnaire. Et donc, passez des concours, mais ne vous dites pas que la vie est un concours ou que la vie se résume à des concours. C'est pas vrai. Et la vie repasse les plats. Et donc, bien sûr, il faut être investi pour passer les concours. Bien sûr, il faut se donner à fond. Mais n'en faites pas le totem de votre vie. C'est important, mais ça ne se résume pas à cela. Et il y a d'autres voies. Voilà, on vit aussi de ces échecs. Moi, je vis avec mes bagages. Mon échec, je l'ai toujours au travers de la gorge. Hein. J'ai 52 ans, ça fait 30 ans que je vis avec ça. C'est la vie. Mais voilà, donc la première chose, c'est la vie qui décide pour vous. Vous n'avez pas de plan de carrière, c'est pas vrai. Tout ça sera chamboulé par des événements imprévus. Voilà. Première chose, c'est la vie qui décide pour vous et ne mettez pas dans un concours plus que ça mérite. Et la deuxième chose, c'est faites tout à fond. Honnêtement, moi, j'ai fait plein de trucs. Je savais pas sur quoi ça allait déboucher, mais à chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'ai essayé de le faire du mieux que je pouvais. Et donc, à un moment, il y a eu cette histoire d'Avout. Mais Avout, ça aurait pu être 1000 autres trucs. C'était pas le truc dans lequel je mettais le plus d'espoir pour que ça marche, que voilà. Et donc, malgré tout, bah, je l'ai fait bien. Parce que, voilà. Donc, j'ai été exigeant avec moi-même et je trouve que, voilà, et dans mon métier aujourd'hui, c'est ce que j'essaie. Et aussi dans mon métier de prof, de transmission, parce que c'est important dans ma vie aussi. Mais ma vie, elle s'organise aussi autour de la transmission à des élèves que j'ai toujours en Seine-Saint-Denis. Et j'essaye de faire au mieux. Voilà. Et de lutter contre un penchant naturel à une forme de dilettantisme. Voilà. Donc, le truc, c'est 1, c'est la vie qui décide pour vous. Et 2, faites tout à fond. On va conclure là-dessus. C'était hyper intéressant. J'espère que ça a aidé les personnes qui nous regardent à y voir plus clair dans le droit, dans l'éloquence, dans le rôle de la parole dans la vie. Je te remercie beaucoup, Bertrand, d'être venu à ce portrait de Parole d'AST. Et j'espère à tous vraiment que l'épisode vous a plu parce que moi, j'ai passé un très bon moment. Merci. Merci.